Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Voici les grands titres de l'actualité internationale de ce 27 août 2025. En Syrie, 6 militaires ont été tués dans une frappe attribuée à Israël près de Damas. Aux États-Unis, plusieurs employés de la FEMA ont été suspendus après avoir critiqué publiquement les coupes budgétaires de Donald Trump. Au Venezuela, le gouvernement déploie 15 000 soldats à la frontière colombienne sous pression américaine. Toujours aux États-Unis, un homicide à Washington ravive le débat sur le dispositif sécuritaire voulu par Trump. En Russie, le Kremlin rejette l'idée d'un déploiement de troupes européennes en Ukraine. Et enfin, en Iran, le retour des inspecteurs de l'AIEA reste limité et la coopération demeure incertaine. Bienvenue au développement de ces titres. 6 militaires syriens ont été tués le 26 août dans une frappe attribuée à Israël près de la capitale Damas, selon un nouveau bilan communiqué le 27 août par la télévision d'État syrienne. L'attaque a visé la région de Keshoué, située à l'ouest de Damas. La télévision syrienne a rapporté que 6 membres de l'armée syrienne ont été tués par des frappes de drones de l'occupation israélienne. Un responsable du ministère syrien de la Défense avait déjà indiqué le jour de l'attaque qu'un drone israélien avait ciblé un bâtiment militaire de la 44e division de l'armée syrienne à Keshoué, faisant état d'au moins 3 morts parmi les soldats. L'armée israélienne, pour sa part, n'a pas confirmé ces frappes. Depuis la chute du régime de Bachar el-Assad en décembre 2024, à la suite de l'offensive d'une coalition islamiste, Israël a multiplié les opérations au territoire syrien, tout en maintenant des discussions avec les nouvelles autorités du pays. Le même jour, un civil a été tué dans une autre frappe israélienne, cette fois sur une maison du village de Tarnaja, située sur le plateau syrien du Golan. Une partie de cette zone est occupée et annexée par Israël depuis plusieurs décennies. Le ministère syrien des Affaires étrangères a vivement condamné ces attaques, qualifiées de violation de la souveraineté nationale. De la Syrie aux États-Unis, l'actualité est également marquée par une crise interne au sein de la FEMA, l'Agence fédérale de gestion des urgences. Aux États-Unis, l'Agence fédérale de gestion des urgences a suspendu plus d'une douzaine de ses employés après qu'ils aient signé une lettre ouverte adressée au Congrès. Dans ce texte, baptisé Déclaration Katrina, ils critiquaient les coupes budgétaires décidées par l'administration Trump et avertissaient qu'elles pourraient entraîner une nouvelle crise de gestion des catastrophes comparable à celle de l'ouragan Katrina en 2005. La lettre rendue publique au début de semaine a été signée par plus de 180 membres du personnel de la FEMA, dont 35 ont apposé leur nom et les autres ont préféré rester anonymes. Elle souligne que les réductions imposées par la Maison-Blanche mettent en danger la mission de l'agence et contredisent l'esprit de la loi adoptée en 2006 pour réformer la gestion des urgences après Katrina. Selon l'organisation Stand Up for Science, qui a aidé à diffuser le document, de nombreux signataires ont reçu des lettres leur notifiant leur mise en congé administratif avec maintien du salaire et des avantages sociaux. L'agence a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une sanction disciplinaire, mais a demandé aux employés de garder l'affaire confidentielle. Parmi les agents suspendus figurent des personnes ayant participé à la gestion des récentes inondations meurtrières au Texas. L'un d'eux, qui coordonnait plusieurs dossiers liés aux catastrophes naturelles, avait signé le document de manière publique. Dans un communiqué, Stand Up for Science a dénoncé une décision illégale et a rappelé que les fonctionnaires ont le droit de signer publiquement les dysfonctionnements de leur administration. L'association accuse Donald Trump et Kristi Noem, secrétaire à la sécurité intérieure, de mettre en danger la vie des citoyens américains. La lettre reproche également à l'administration Trump de ne pas avoir nommé à temps un directeur permanent de la FEMA, alors même que la saison des ouragans était déjà en cours. Elle critique par ailleurs le choix de Cameron Hamilton, nommé par Trump comme directeur intérimaire en janvier, mais limogé quelques mois plus tard, après avoir reconnu devant le Congrès l'importance cruciale de l'agence.
Son successeur, David Richardson, ancien du département de la sécurité intérieure, avait été critiqué en juin après avoir déclaré, selon des témoins, qu'il ignorait l'existence d'une saison des ouragans. Propos que ses services ont ensuite qualifiés de plaisanterie. Enfin, la déclaration Katrina interpelle aussi le conseil d'examen de la FEMA, chargé par Trump d'évaluer les opérations de l'agence. Ce conseil est présidé par Kristi Noem et le secrétaire à la défense Pete Hegseth et compte parmi ses membres les gouverneurs Glenn Youngkin et Greg Abbott. Dans un tout autre registre, direction l'Amérique du Sud, où Caracas a ordonné une démonstration de force militaire à la frontière colombienne. Le gouvernement vénézuélien a annoncé un important déploiement de ses forces armées le long de sa frontière avec la Colombie, officiellement pour renforcer la lutte contre le trafic de drogue. L'opération, baptisée Éclair, mobilise 15 000 soldats, des troupes commando ainsi que des drones. C'est le ministre de la Défense Vladimir Padrino qui a présenté l'opération dans une mise en scène filmée vêtu d'un uniforme militaire devant une carte stratégique. Il a décrit l'objectif principal, repousser les groupes de narcotrafic colombiens qu'il qualifie de terrorisme. Ce déploiement intervient alors que le président américain Donald Trump accuse Nicolás Maduro de diriger le cartel de Los Soles, un réseau de trafic de drogue qu'il considère comme une organisation terroriste. Washington a même doublé la récompense promise pour la capture de Maduro, désormais fixée à 50 millions de dollars. Sur le plan régional, la pression s'accentue. 3 navires de guerre américains transportant 4500 soldats et des unités amphibies sont déjà en route vers la zone des Caraïbes. 2 autres bâtiments doivent les rejoindre dans la semaine. Ce dispositif pourrait permettre le lancement d'opérations terrestres. Trump a par ailleurs signé un décret controversé autorisant l'usage de l'armée américaine dans la lutte contre le narcotrafic à l'étranger. Retour aux États-Unis où le débat sécuritaire s'intensifie dans la capitale. À Washington, la fusillade qui a coûté la vie à un homme dans le quartier sud-est de la ville dans la nuit du 26 au 27 août a relancé le débat sur le dispositif sécuritaire instauré par le président Donald Trump. Il s'agit du premier homicide enregistré depuis 2 semaines de la capitale. Sur place, les habitants expriment des avis divergents. Certains estiment que la présence de la garde nationale du FBI et de la police fédérale contribue à la sécurité, tandis que d'autres considèrent que ce renfort est mal ciblé et n'apporte aucun changement réel dans les quartiers les plus touchés par la criminalité. Un résident de 56 ans interrogé par NBC News a déclaré « Je n'ai aucun problème avec la présence policière, mais elle devrait être concentrée dans les zones qui ont réellement besoin. » D'autres habitants affirment n'avoir jamais vu d'agents fédéraux dans leur secteur. Une carte publiée par le Washington Post a d'ailleurs montré que la présence policière se concentrait surtout dans les quartiers riches et touristiques de l'ouest de la ville, plutôt qu'à l'est de la rivière Anacostia, où les violences sont les plus fréquentes. La Maison-Blanche défend l'opération. Son porte-parole, Taylor Rogers, a affirmé que grâce à l'action audacieuse du président Trump, des forces locales et fédérales ciblent les criminels violents pour établir l'ordre public. Trump a également vanté une période récente de plusieurs jours sans homicide dans la capitale, affirmant que cela faisait de nombreuses années qu'on n'avait pas vu cela. Mais pour de nombreux habitants, la réalité est différente. Certains disent ne pas se sentir plus en sécurité, tandis que d'autres évoquent une montée de la peur et de l'anxiété due à la militarisation de leur quartier. Un homme de 77 ans, connu sous le nom de Ray, estime que la police n'intervient que lorsqu'un drame se produit et affirme ne constater aucun changement tangible depuis la mise en place de la politique sécuritaire de Trump. Quittons Washington pour Moscou où le Kremlin s'est exprimé sur la guerre en Ukraine. Le Kremlin a exprimé ce mercredi 27 août son opposition à toute initiative visant à déployer des troupes européennes en Ukraine dans le cadre de pourparlers de paix. La présidence russe a par ailleurs indiqué qu'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky
n'était pas envisagé pour le moment. Depuis plusieurs semaines, les efforts diplomatiques se sont intensifiés pour trouver une solution au conflit en Ukraine, déclenché par l'offensive russe en 2022. Mais Moscou estime que la présence éventuelle de forces européennes compliquerait davantage la situation. Malgré ces discussions, la perspective d'un accord reste lointaine. Les positions de la Russie et de l'Ukraine demeurent profondément divergentes, notamment sur le statut des territoires occupés et sur les garanties de sécurité exigées par Kiev. Et pour terminer ce journal, direction l'Iran où la question du nucléaire continue de faire débat. En Iran, le retour d'inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA ne signifie pas une reprise totale de la coopération sur le nucléaire. C'est ce qu'a affirmé le 27 août le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Aucun texte définitif n'a encore été adopté concernant le nouveau cadre de coopération avec l'AIEA, a-t-il précisé. Ajoutant que les discussions étaient toujours en cours, cette déclaration intervient après que Raphaël Grossi, directeur général de l'AIEA, a confirmé l'envoi de ses équipes à Téhéran. L'Iran avait suspendu sa collaboration avec l'agence en juillet dernier après une série de frappes israéliennes puis américaines qui avaient visé ses installations nucléaires. La reprise d'un dialogue reste donc incertaine dans un climat de forte tension régionale. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale, de la Syrie à l'Iran en passant par Washington, Caracas et Moscou. Restez avec nous pour nos prochaines éditions. Très bonne soirée à toutes et à tous.